Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier débat consacré aux élections territoriales. 90 minutes en français ce soir, 90 minutes en tahitien demain pour tenter de convaincre les électeurs du bien fondé de sa liste et de son programme un peu plus d'un mois avant le premier tour. Certaines têtes de liste sont venues elles-mêmes, d'autres ont préféré se faire représenter. Aussi les formations politiques présentes ce soir. À commencer par Mahinui Temari, sans doute le dernier candidat qui s'est déclaré pour l'instant. C'est la tête de liste du Parti des Travailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, il y aura Marcel Touihani Junior, le représentant du Tahuera Platira et donc de Gaston Floss. Bonsoir. Bonsoir. Il y aura également sur ce plateau Patrice Jamais de Yaora Toufenua, tête de liste également. Bonsoir. Et puis il y aura Utari Terou, un petit peu moins connu, mais qui représente Quito Bron-Ortega pour Tehiti Papi. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Émile Vernier, qui est tête de liste lui aussi. Rassemblement pour le respect des populations polynésiennes, le RRPP. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Charles Adjé, qui représente Te Aratia, le parti de Franck Faleta, en tout cas la liste de Franck Faleta. Bonsoir. Bonsoir, moi. Et nous retrouverons ensuite Teiva Manutei, Polynetia Ora, tête de liste. Bonsoir, moi. Bonsoir. Et puis enfin, la seule femme sur ce plateau, Nicole Bouteau, qui représente donc Teva Rofrich et la liste Atia Polynetia, si je ne m'abuse. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vous aurez noté l'absence de l'UPR, une absence qui nous a été annoncée hier soir. Le président Temaru annonce donc qu'il ne participera à aucun débat avant la clôture du dépôt de liste le 25 mars. Nous parlerons donc aujourd'hui d'économie, de réinscription et de logement. Je vous propose dès à présent de confronter vos points de vue sur le premier volet de cette émission. Il s'agit de l'économie. Comment vaincre la crise? La question est posée, mais attention, les téléspectateurs, vos électeurs attendent des réponses concrètes et des mesures concrètes. Honneur aux femmes. Que ferait le gouvernement dans lequel vous pourriez être si Teva Rofrich remportait ces élections avec sa liste? Vous, Nicole Bouteau, que feriez-vous pour l'économie? Je crois tout d'abord que face à la crise économique et sociale majeure à laquelle est confronté notre pays, il faut avant tout, et je crois que c'est la priorité absolue, ramener la confiance. Ramener la confiance en garantissant bien évidemment de la stabilité, une majorité forte à l'Assemblée, pouvant porter les projets du gouvernement. Et je crois qu'avant tout, il faut redonner alors de la confiance et de la visibilité aux acteurs économiques, mais également aux investisseurs potentiels, en leur permettant par exemple de fixer un cadre fiscal qui soit stable. Il faut également permettre aux entreprises d'avoir une marge de manœuvre qu'elles n'ont peut-être plus aujourd'hui. Tous les secteurs où les services publics sont en concurrence avec le secteur privé, eh bien, il faut que les pouvoirs publics se retirent et laissent l'initiative privée en fait prendre toute sa place. Donc il faut absolument que l'interventionnisme qui asphyxie aujourd'hui notre économie puisse en fait s'arrêter. Un peu plus de privé, si je comprends bien. Beaucoup plus de privé parce que c'est par la création de richesses, par la création d'activités que se créeront les emplois qui sont nécessaires en fait à la jeunesse. On le voit, en 2007, nous avions 80 000 salariés inscrits au régime des salariés. Aujourd'hui, il y en a environ 60 000. Il y a eu 20 000 salariés en moins. Donc la priorité absolue, et nous déclarons l'emploi cause territoriale, c'est l'emploi, la création d'emplois. Merci Nicole Bouteau pour cette première intervention. Utari Terou, votre tête de liste, Quito Bron-Ortega, est un entrepreneur. Est-ce que le redressement passe un petit peu, comme le disait Nicole Bouteau à l'instant, selon vous, par les entreprises? Oui, mais avant ça, en amont, bien sûr, on pense à mettre en place aussi un environnement. Donc un environnement de confiance, comme Nicole l'a précisé, mais un environnement social par quoi? Par d'abord une nouvelle génération de dirigeants. Donc l'exemple doit venir vers le haut, donc une réduction drastique des indemnités de nos dirigeants. C'est-à-dire pour nous, 3 fois le montant des indemnités pour les représentants, c'est-à-dire 3 fois, 3 fois le SMIC pour nos représentants et 4 fois le SMIC pour nos ministres. Déjà, l'exemple doit venir vers le haut. Ensuite, on propose aussi une nouvelle gouvernance. Une nouvelle gouvernance avec une limite à 500 000 ou 600 000 francs pour... 450 000 plutôt pour les représentants et 600 000 pour les ministres. D'accord. Donc là, déjà l'exemple doit venir du haut. Ensuite, une nouvelle gouvernance avec beaucoup plus d'efficience. Donc la GABJ, ça suffit.
et beaucoup plus de transparence, notamment vis-à-vis de l'outil fiscal. Et par quel moyen est-ce que vous pensez que cette gouvernance pourrait être meilleure avec les personnes qui composent votre liste? Écoutez, je pense qu'on a déjà on ne fait pas de jeunisme. Bon, il y a beaucoup de jeunes. Certes, Quito est une démarche de transmission, mais notre liste, beaucoup d'adhérents sont déjà dans le secteur privé. Quito a 20 ans d'expérience dans le domaine de l'aquaculture et 6 ans d'expérience dans le domaine de l'agriculture. Donc il sait de quoi il parle. D'accord. Merci Oudari pour cette première intervention. Juste à côté de vous, on trouve Charles Adjé qui représente donc Franck Faletta. Est-ce à dire que votre liste va s'orienter sur le tourisme, sur les casinos qui sont un petit peu les chevaux de bataille de Franck Faletta en tant qu'entrepreneur? En tant que politique, on ne sait pas encore. Oui, bien entendu, M. Faletta, on le sait, ce n'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Je crois que le constat de la crise, le marasme économique, il est évident. Nico vient de le rappeler. La seule solution pour ce pays, évidemment, il faut le redresser tout de suite, et c'est immédiatement, c'est de recréer la confiance, le partage, la solidarité pour M. Faletta. Ce sont des investisseurs qui doivent venir chez nous. Il a 80 investisseurs qui viennent sur le territoire pour développer l'activité dans tous les secteurs d'activité. Ils sont déjà là, les dossiers sont déjà ficelés. Montrez-nous la spécificité de votre liste. Dans quel domaine est-ce que vous voulez appuyer cette compétitivité? Je crois que le premier domaine qui est important pour la Polynésie, c'est de relancer le tourisme. Les hôtels ferment, la clé est mise sous la porte. Et M. Faletta, il est le premier à pouvoir en parler. Donc en 2 ans, il peut faire venir 350 000 touristes en Polynésie. D'accord? Donc tous ceux qui ont perdu leur emploi, il faut faire redonner confiance, retrouver le travail et tout. Les familles polynésiennes sont dans le développement total. C'est un engagement que vous prenez ça sur 2 ans, 350 000 touristes en plus? En 2 ans, si 350 000 touristes, bien entendu. Bien entendu, ça c'est un défi. Mais M. Faletta a déjà montré, il est sur le territoire, il a plus de 1000 employés. C'est quelqu'un qui arrive sur le territoire et qui a déjà donné 1000 emplois aux Polynésiens aujourd'hui. Donc nous, avec Tiaratia, nous pensons que c'est la seule personne qui puisse relancer l'économie dans ce pays. Merci Charles Adjé. Et vous, Mahinou Temari, on imagine que vos influences syndicales vont plus vous pousser vers le domaine social en matière économique. Est-ce que je me trompe? Je pense que d'abord que la paix du Christ soit avec nous ce soir. Et en vie, la première chose qu'il faut faire pour l'économie, c'est de créer de l'emploi, de l'activité plutôt. Et le pays est là pour ça. Se tourner vers les privés pour un début, ça me fait un peu... c'est un peu difficile de croire, puisque aujourd'hui les gens ont besoin d'argent et ont besoin de manger maintenant. Ce n'est pas au moment des élections ou bien après les élections qu'on va pouvoir créer de l'emploi. C'est maintenant qu'il faut créer de l'emploi. Donc vous ne croyez pas à la relance par le privé? Par où doit passer la relance selon vous? La relance, ce ne sera pas le public, évidemment. Parce qu'il faut que demain, de l'emploi sorte sur 20 000 emplois. Parce que si on attend les privés, il faut le faire aujourd'hui. S'ils attendent que les élections soient finies, moi je ne crois pas à ça. D'accord, mais comment est-ce que vous pensez que le pays puisse créer 20 000 emplois? Avec quelles ressources? C'est fait à les ressources. Je pense qu'ils ont fait une union vers les communes. Ils ont appris toutes les maires pour essayer de se débarrasser des communes à travailler avec leur... alors que le pays doit le faire lui-même. Bien. Marcel Touhiani, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Est-ce qu'on doit passer par le privé ou le public pour relancer l'économie? Quelles sont vos propositions? Otahuela. Bonsoir à tous. C'est le privé qui créera les emplois futurs. Bien évidemment, la puissance publique est un partenaire important pour les privés et devra soutenir les privés, notamment par la commande publique. Mais pour répondre à la première question sur la relance économique, aujourd'hui, la Polynésie française a perdu toute crédibilité. C'est une évidence. Aujourd'hui, aucun établissement bancaire vient frapper à la porte du pays pour demander si vous avez besoin de liquidité. Bien au contraire, les portes sont fermées aujourd'hui. L'économie, la relance de l'économie, aujourd'hui, doit se construire, se reconstruire. Et pour cela, il est important que ça passe avant tout, et pour nous c'est un préalable, par le redressement des finances publiques de Polynésie. Ça, c'est un préalable. Sans quoi,
ni les privés, ni la puissance publique seront en capacité de créer des emplois et créer de la richesse. Alors en quelques mots, ce redressement, vous pouvez le faire comment? Alors, bien évidemment, lorsqu'on entend les uns et les autres, je pense que tout le monde est d'accord sur le redressement des finances publiques. Le redressement des finances publiques, c'est aussi se poser la question sur l'intervention de la puissance publique. Aujourd'hui, vous avez plus d'une centaine d'établissements publics qui interviennent dans des missions, dans des activités qui parfois peuvent être réalisées par le secteur du privé. Donc là aussi, il faut se poser la question sur l'optimisation des instruments au service du public. D'accord. Donc là, Nicole, vous voulez réagir? Allez-y. Effectivement, c'est un vrai souci, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Effectivement, il faut redonner au privé ce qui relève du privé. Il y a aujourd'hui effectivement de nombreuses missions qui ne sont pas réellement des missions de service public, qui sont assurées par les pouvoirs publics, par les nombreux services, établissements, satellites, qui, rappelons-le quand même, ont été pour la plupart créés lors des gouvernances Tahoira ou Iratira. Donc je me permets de réagir. Vous avez tout à fait le droit. Alors Marcel Touriani, avant de laisser la parole aux deux personnes qui ont encore parlé, qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, Nicole Boutou nous parle d'un héritage Tahoira, ce poids du public dans les finances. Alors, vous savez, l'héritage d'un pays ou un gouvernement a toujours un héritage d'un gouvernement passé. Faut-il aujourd'hui pointer du doigt ce qui a été réalisé par le Tahoira dans les années précédentes? J'invite uniquement les personnes à revenir sur les critères économiques du pays à cette époque-là. Je pense que le débat n'est pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, le débat et la population attendent des responsables politiques les solutions pour apporter à nouveau de l'emploi, apporter à nouveau la possibilité aux familles de nourrir leurs enfants et surtout, ce sera le dernier sujet de notre débat, un logement pour l'ensemble des familles. Aujourd'hui, la population attend des réponses sur ces questions-là. D'accord. Alors le logement, on en parlera tout à l'heure. On va continuer cette première introduction sur la crise, sur l'économie. Donc avec Émile Vernier, on vous entend souvent parler des retraités. Mais qu'est-ce que vous proposez pour l'ensemble de la société, pour le redressement de l'économie? Le redressement de l'économie passera d'abord par l'arrivée d'une nouvelle équipe. Une équipe sans casserole. Parce que toute la confiance dépend de ça. Moi, je vois devant nous des gens qui ont participé ou qui ont soutenu des équipes qui ont déjà gouverné des dizaines d'années. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, nous n'y sommes pour rien. On nous a demandé de faire ça, on fait ça. Donc, à partir de là, évidemment, on a entendu des choses, puisqu'on parle après. C'est évident que pour nous supprimerons, et ça, tant pis, il y aura des grincements dedans, mais nous supprimerons tous les doublons qui viennent en fait sur les plates-bandes du privé. Je pense à la Perle, je pense à l'OPH. On n'a pas besoin de structures comme ça. Vous supprimez l'OPH si non, je ne dis pas qu'on va supprimer l'OPH comme ça, mais je dis que la construction des logements, je ne vois pas pourquoi on donne ça à une entreprise qui nous bouffe tant de millions que ça, et quand on voit que, mais ça se verra sur le logement, mais bon, les résultats sont très médiocres. Donc il vaut mieux se retourner vers le privé et lancer des choses comme ça. Donc, je suis évidemment, la pierre angulaire de toute la réforme économique, ça sera le tourisme. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les touristes ne viennent pas chez nous parce qu'on n'a pas développé les structures qui peuvent les accueillir. On pense aux casinos, on pense à des aquariums, on pense à des parcs aquatiques. Il n'y a rien. Quand il est ici, il n'y a rien. Donc, il faudra, nous, ça sera un peu cette pierre angulaire-là, le tourisme, des équipements structurants et ça serait une fiscalité qui sera adaptée certainement à ça. Bien, donc un programme assez radical pour l'instant pour Émile Vernier. Théva Manou, vous avez une forte expérience dans le social également. Est-ce que vous orienterez votre programme économique en fonction de cette expérience-là ou est-ce que vous avez d'autres projets? Je voudrais d'abord, pour revenir à ce que disait Mme Boutou, la confiance, ça doit se construire pendant la période électorale. Parce que si l'électeur ne prend pas le bulletin, je ne vois pas comment on peut relancer l'économie. Ensuite, ça doit fondamentalement se nourrir, même s'approfondir dans le cadre du mandat de l'élu. Il va démontrer qu'entre le discours qu'il a tenu en campagne électorale et les mesures, les réformes qu'il souhaite engager, il y a une cohérence. C'est ça aussi redonner confiance. Redonner confiance, c'est redonner confiance d'abord. Vous pensez que ça n'a pas été le cas pour les gouvernements précédents? C'est redonner confiance à l'électeur, qui aujourd'hui s'est exprimé à plus de 60% en sanctionnant la classe politique, quelle qu'elle soit. C'est aussi redonner confiance aux organismes financeurs, je pense aux banques. Si aujourd'hui on a du mal à avoir des prêts,
si on est quasiment obligé de mendier, c'est aussi peut-être parce qu'il y a un manque de confiance de la part de ces organismes-là. Or, il va bien falloir à un moment donné qu'on se parle pour pouvoir relancer et sauver ce pays. Il y a la confiance avec le partenaire qui est l'État, qui est incontournable. Et il y a une confiance peut-être à innover et à rechercher avec l'Europe, sur les dossiers notamment en ce qui concerne le Fonds européen de développement. Vous voyez bien que la clé de la réussite et de l'avenir, c'est quand même la confiance. Mais la confiance, elle se gagne par le respect du discours et des positions que l'on tient en tant qu'homme politique. Et des promesses donc que vous allez faire ce soir. Alors, par qu'est-ce que vous rapport proposez à Terreau, juste pour terminer, je ne pense pas que ces 57 personnes ou 13 membres du gouvernement, 8, qui vont venir injecter plusieurs dizaines de milliards en faisant une baisse des salaires. Mais je crois que l'effort doit être consenti et supporté par l'ensemble de l'administration qui est est-ce que vous êtes contre la proposition qu'il a faite de baisser les salaires? Je ne suis pas contre, je dis raisonnons. Est-ce que 57 personnes à l'Assemblée, même si on réduit de 20% les indemnités, est-ce que c'est une baisse qui est significative par rapport à 14 800 agents de l'administration? C'est purement mathématique. L'effort doit être porté et consenti par tous. Alors, je vais vous laisser continuer, juste après, mais non, on va le laisser répondre sur ce point précis. Hein. Alors, en fait, je disais donc que l'exemple doit venir du haut. Enfin, je pense qu'on est d'accord sur ça. Mais les efforts, oui, en termes d'inégalité sociale, tu as vu l'indice de Gini, TNSS Sofres, on a 27% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, on est à 0,4 en indice de Gini, donc on est vraiment le paradis des inégalités sociales. Donc l'effort doit être fait à tous les niveaux. Je suis content de l'entendre. Même au niveau du privé, au niveau des privés aussi, on a des patrons qui ont des hauts revenus. Au niveau de la CPS aussi, je tiens à stigmatiser personne. Les inégalités sociales, c'est dans le secteur public, c'est dans le secteur privé, c'est un peu partout en fait. Alors là, il y a la suggestion d'une finalité différente aussi, hein, avec les hauts salaires des patrons par exemple. On en reparlera sans doute. Teva Manouté, je vous laisse finir. Ensuite, on parlera avec Patrice Jamais, qui est donc le dernier à ne pas s'être exprimé pour finir et passer bien sûr la parole à Patrice, car je n'avais pas fini. D'abord, je suis content de voir que finalement, c'est plus sur 57, mais c'est sur l'ensemble, y compris au niveau du patronat, etc. Donc c'est bien, la réponse n'est donc pas complète, merci de l'avoir complétée. Mais je souhaite aussi dire que aujourd'hui, c'est un effort global qui devra être supporté, à la fois par les communes, à la fois par le consommateur, puisqu'on voit bien qu'il y a eu une levée des taxes alors que tout le monde demande une baisse de la vie chère, de venir influencer sur la consommation et le pouvoir d'achat. Mais on ne pourra pas dégager de capacité d'autofinancement dans notre pays si on n'est pas capable de réduire la voie. Ce n'est pas Manouté qui le dit, c'est le premier bilan qui est posé par les États généraux et c'est la mission d'assistance technique qui nous fait un certain nombre de recommandations que nous n'avons suivies jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit simplement de suivre la feuille de route. Bien. Jamais, donc vous êtes le dernier à vous exprimer ce matin. Votre expérience de maire a-t-elle permis peut-être, ou votre expérience de président d'association, d'envisager certaines pistes pour redresser l'économie? Avant de répondre à cette question, je voudrais saluer toutes les îles très éloignées de notre Polynésie, en particulier ceux qui m'ont bien accueilli. Je salue tous, parce que nous sommes un nouveau groupe. Il y a tout le fait nous, on ne connaît pas, et il était nécessaire pour nous de se faire connaître partout. Il y a un homme. La question sur la crise économique, comment vaincre cette crise? Il y a tout au Fénois, pour vaincre cette crise, on dit toujours crise économique, mais c'est une crise morale, premier. Et c'est surtout les personnes, les décideurs, qui doivent être bien à leur place et prendre de bonnes décisions. Quand on parle de crise, de vaincre, donc ça veut dire qu'il faut des armes. Je pense que la Polynésie a toutes les armes nécessaires, a tous les outils nécessaires pour relever cette crise. Alors, sur la crise morale, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous voulez dire. C'est que, par exemple, vous parlez des hommes politiques qui sont poursuivis, qui ont des affaires judiciaires, des choses comme ça? Mais tout à fait. Tout à fait. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Parce que le problème, ce n'est pas la matière grise. Ce n'est pas les techniciens, ce n'est pas les outils. On a les services nécessaires, mais c'est les décideurs. Les décideurs ne sont plus à leur place, à mon avis. Et donc c'est la raison pour laquelle vous voulez changer. Et plus spécifiquement sur l'économie, qu'est-ce que vous proposez de modifier pour que l'économie et la crise résorbe et que l'économie se redresse? Il y a toute une réforme à faire au niveau des services administratifs. À ma connaissance, il y a presque plus de 31 milliards
charge salariale, est-ce qu'il y a des résultats? C'est pour ça que je dis, c'est au niveau des décideurs. Les décideurs doivent mettre de l'ordre dans tous les services publics. Et les services publics sont là pour être au service de la population. Est-ce qu'il y a des résultats? Les outils sont là, les hommes sont là, mais les décideurs doivent régler ce problème-là. À mon avis, deuxième chose, concernant mon engagement, le modèle de la commune de Mahina, c'est le même modèle que le pays. Ce que nous avons fait à Mahina, c'est de mettre les choses à leur place. C'est-à-dire que vous estimez avoir réussi à Mahina et que vous pourriez réussir. Complètement réussi. Je dis pas cela. Vous êtes sur la voie de la réussite, c'est ça? Mais nous avons déjà en une année payé la moitié des dettes de 830 millions. Et au niveau du pays, on a 85 milliards, c'est 10 fois plus. D'accord, donc vous voulez avant tout résorber la dette du pays. Tout à fait. Et pour vaincre cette crise, il n'y a que comme ça. D'accord. J'avais vu que Émile Vernier, Charles Adjé et Nicole Bouteau voulaient s'exprimer. Alors on va commencer par Émile Vernier, je vous écoute. Voilà, j'ai entendu tout à l'heure encore une promesse, comme on nous a dit il y a 10 ans de ça, ou 15 ans de ça, il y aura 50 000 touristes sur la Polynésie. Là, on nous dit 350. Mais ça ne se décrète pas comme ça. Moi, j'ai 100 investisseurs derrière moi. Non, mais même 1000 peut-être. Non. 100 ou 1000? Il faut... On n'en est pas là. Les investisseurs ne viendront pas ici. Donc, je pense, vu les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, non, il faut être plus sérieux. Notre pays, moi je le dis, il est devenu un pays pour riches. Pour un an, c'était quelque pauvre. Aujourd'hui, ce pays, il est fracturé. Il y a des très riches. Et je suis choqué lorsqu'il y a dans la campagne. Je vois des événements qu'on fait passer. Mais on dépense des millions pour cette campagne-là. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop d'argent quelque part. Vous proposez donc d'imposer plus les riches? Est-ce que ça? Il y aura une imposition sur les riches, notamment, vous savez que, j'espère qu'on aura l'occasion d'aller, nous souhaitons devenir un département avec la mise en place d'un impôt sur le revenu. Oui, ça sera plutôt notre deuxième partie, hein, sur le statut, sur la réinscription, voilà. L'autonomie, l'indépendance. Mais il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Il y a des gens qui gagnent beaucoup et il y a des gens très pauvres. C'est ça que je veux dire. Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous êtes pour un impôt sur le revenu qui taxerait plus les personnes qui ont de hauts revenus? Bien sûr. D'accord, vous êtes pour cet impôt-là. On va peut-être vous poser tous la question sur la fiscalité. Charles Adjé, vous souhaitiez répondre? Oui. Je crois que ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que vous l'avez vu, on a tous lu que le pays, l'administration est saturée. On ne peut plus développer ce pays à travers la manne financière que l'on nous apporte dans ce pays à partir de la France. Ça veut dire quoi? Un plan de départ volontaire que vous suggérez? Non, non, non. Bon, je sais que nous savons tous que les chômeurs ici, on a quoi? On a 12 000, 15 000 chômeurs en Polynésie. Et l'administration est saturée, ce sont les journalistes qui le disent, nous savons tous. Alors, nous on dit, les municipalités, ce n'est pas la peine de demander des emplois au Tavana parce que c'est une fonction publique, etc. Alors, les privés, c'est quel privé il s'agit sur le territoire? Dites-moi. Dans quel privé? À Papeete, il y a une cinquantaine de commerces qui a fermé ses portes l'année dernière, en 2012. On ne peut plus trouver sur le territoire de l'argent pour payer nos 12 000, 15 000 emplois, nos 20 000 emplois. Mais qu'est-ce que vous proposez pour que ça change? Je viens de vous dire tout à l'heure. La seule solution, c'est d'avoir des investisseurs qui viennent chez nous et M. Faleta est capable de le faire. Le fer de lance de M. Faleta, c'est halte à la misère. Et on est capable aujourd'hui d'atténuer, sinon de supprimer la misère. Il l'a montré, il l'a déjà fait. Alors donc, je vais vous dire aujourd'hui que les touristes dont on parle, c'est pour 2 années, 350 000 touristes. La capacité d'accueil, il va falloir développer et la seule solution, c'est que les investisseurs viennent avec tous les secteurs d'activité qui sont développés sur le pays aujourd'hui. On ne peut plus compter sur la manne financière de la France. La fonction publique, bientôt, eh bien, les salaires vont baisser. Comment nous allons faire? On a une dette du pays, je ne sais pas, quelque chose comme 100 milliards ou 150 milliards. Comment on va rembourser cette dette-là? Puis j'entends parler qu'on veut aller emprunter à l'extérieur. Comment nous allons emprunter, comment nous allons rembourser cette dette, justement? C'est mieux qu'emprunter. Nous allons rembourser nos enfants, nos motois, nos RINA, que sais-je. Voilà. Et Nicole Bouteau a la réponse à ces questions, semble-t-il. Non, je voudrais dire que je crois qu'on est tous d'accord sur le fait, en tout cas, c'est une volonté de Hatia Polynesia de faire en sorte que les services publics, le service public s'occupe
je dirais, des missions essentielles, qu'on soit vraiment dans une notion de service public, que l'on se désengage sur tout ce qu'il peut relever du privé, mais pas spécialement en réduisant le nombre de fonctionnaires, mais en redéployant. Aujourd'hui, l'un des leviers de développement de la Polynésie, c'est aussi de dire que l'HS, certes, elle est bien sur Tahiti, sur les îles du Vent, mais nos secteurs de reconversion économique, quels sont-ils? C'est le secteur touristique, c'est le secteur primaire, ce sont également les économies vertes, parce que nous misons également sur ces économies-là. Eh bien, c'est également, ça doit passer par le développement des archipels, par la décentralisation. Créer de l'emploi, c'est aussi se tourner vers des territoires autres que ceux de Tahiti. Et je crois que la notion de proximité par service public est quelque chose qu'il nous faut développer. Alors, autre chose également, en plus de la décentralisation. Non, je voudrais juste dire une dernière chose. Oui, un chiffre. C'est une étude réalisée par l'ISPF qui dit que 75% des aides publiques ne vont pas à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Il y a là une manne financière importante qu'il nous faut redéployer. Pour plus de justice sociale, pour plus de développement économique, il nous faut créer un environnement permettant aux entreprises de créer la richesse et les emplois nécessaires à Tahiti, mais également dans les autres îles. D'accord, je pense que Teva Manouté va réagir là-dessus, mais juste un mot, Nicole Bouton d'abord, sur la fiscalité, on en a parlé un instant, l'impôt sur le revenu, vous êtes pour ou contre, juste en un mot? Alors, pas tel qu'il est appliqué en métropole, pour être très clair, nous ne sommes pas favorables à l'application de l'impôt. Mais quand même une taxation plus importante des hauts revenus. Plus juste, parce qu'effectivement, la fiscalité indirecte telle qu'elle est appliquée aujourd'hui impacte de manière injuste sur les foyers fiscaux qui n'ont pas du tout les mêmes revenus. Donc plus de fiscalité directe effectivement, mais en passant plus sur des leviers tels que celui de la CST. Très bien. Teva, maintenant que vous vouliez réagir, et peut-être en particulier sur les aides sociales mal réparties, puisque c'est votre domaine professionnel. Non, merci. Je voulais juste apporter quelques précisions à M. Faletta. Il n'y a pas 15 000 chômeurs en Polynésie, il y a déjà 80 000 chômeurs qui vivent avec 7 000 francs d'allocation qui sont au RSPF. Petite précision, mais c'est important. Vous savez, plus on est précis, plus l'électeur sait où il va. Ensuite, je voudrais vous faire part quand même d'une citation de Winston Churchill. Il disait ceci, parce qu'on parle de relance économique, or on vient de monopoliser le débat par l'administration et le politique. C'est un comble. Churchill disait, le patron, le chef d'entreprise, on le voit de deux manières malheureusement. On le voit soit comme un homme à abattre, soit comme une vache à traire. Il faut le voir comme un cheval de trait. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on veut redonner confiance au secteur privé, mettre les crédits qu'il faut au niveau de l'investissement pour relancer les grands chantiers, les grands travaux, pour que l'emploi, puisqu'on est dans la relance là, soit au rendez-vous, pour que les jeunes qui cherchent du travail, qui ont fait le boulot, en allant à l'école et en ayant des diplômes, toutes celles et ceux qui pointent au CFI et qui n'ont aucune réponse, donc aucun avenir, car ils peuvent emprunter et rien construire, or ils se mettent de plus en plus tôt en couple. Il leur faut du travail. Encore faut-il que l'homme politique, quel qu'il soit, au pouvoir, ait confiance en l'investissement privé. Et confiance aux chefs d'entreprise, mais pas forcément les grandes sociétés, les grandes entreprises. On parle de milliers d'investisseurs. Vous savez, il y a 25 000 patentés dans ce pays. Si on donne les moyens à ces 25 000 patentés d'embaucher un seul jeune, en contrat d'apprenti par exemple, ça n'existe pas. C'est ce que nous créerons. On crée 25 000 emplois. N'allons pas systématiquement regarder dehors, essayons déjà de croire à ceux qui ont œuvré et mis de l'argent dans ce pays. Merci pour ce projet concret, donc le contrat d'apprentissage. Marcel Touhiani, sur la fiscalité et sur le projet concret pour l'économie. Alors déjà sur l'impôt sur le revenu, le Tahouara a toujours été clair sur ce sujet et ne changera pas, nous sommes contre. Une chose également qui a été dit qui est totalement vraie, la relance de l'économie ne se décrète pas. Et je l'ai indiqué tout à l'heure, ça se reconstruit. Aujourd'hui, la masse salariale du secteur privé représente 136 milliards, contre 65 milliards pour le secteur public, dont 38 milliards pour la Polynésie française. Les éléments financiers démontrent bien que le premier employeur de ce pays, c'est le privé. Donc nous misons et nous sommes totalement convaincus que la relance de l'emploi, qui est un élément essentiel pour la reconstruction de cette économie, passera par le privé. De quelle manière? Le redressement des finances publiques nous permettra très rapidement de retrouver des liaisons, en fait des discussions avec les partenaires financiers, avec les établissements bancaires, en vue de revoir
un peu notre situation. Également avoir le gouvernement central comme un vrai partenaire qui nous accompagne et à nous aider à trouver les solutions pour redresser notre économie. Identifier des projets importants. On parlait de visibilité tout à l'heure et le programme du Tahwera est intitulé Tahiti Nui 2025 pour justement apporter cette visibilité nécessaire pour que les consommateurs retrouvent la confiance, nécessaire pour que les investisseurs reviennent frapper à la porte du pays. Et au niveau des projets importants, nous avons des projets structurants et productifs que nous avons déjà identifiés. Alors, juste un mot là-dessus et ensuite on laissera la parole à Mahinou Itemari qui s'est peu exprimé pour le moment. Je vous écoute. Rapidement, 2 projets importants que nous souhaitons mettre en œuvre le plus tôt possible. La reconstruction de l'aéroport de Tahiti Fa'a est indispensable à ce jour. Et le président de la République, dans le cadre de sa campagne pour les élections présidentielles, s'est engagé à discuter avec la collectivité sur le transfert de cette infrastructure. Le deuxième projet important, c'est le port de Faratea, afin que cette plateforme portuaire devienne une plateforme internationale. Bien, merci. Mahinou Itemari, vous avez donc peu parlé pour le moment. Oui. Simplement sur la fiscalité, presque tout le monde s'est exprimé un petit peu là-dessus. Est-ce que vous êtes pour l'impôt sur le revenu, pour taxer plus les hauts revenus? Le Tahwera est contre. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure juste et efficace? Je regrette un peu pour ceux qui parlent des l'impôt sur les revenus, ils n'ont pas fait des études là-dessus. Je crois qu'il faut faire quelques formations là-dessus pour comprendre ce que ça veut dire. Alors expliquez-nous. Alors ce que ça veut dire, si l'impôt sur les revenus sera appliqué dans notre pays, on est pire que la France à ce moment-là. C'est tous les patrimoines. Au niveau économique, vous pensez que... C'est tous les patrimoines des personnes. Parce qu'ici, il n'y a pas autant de gens riches. Mais par contre, ils sont riches en terre. Et l'impôt sur les revenus va les tuer. Et pour nous, on ne peut pas accepter ça. Et moi, je suis contre l'impôt sur les revenus. Alors je précise justement à propos de la terre que ce sera l'un des thèmes du débat de demain soir en langue tahitienne avec Tarenou Ipahuiri. Donc simplement, vous êtes contre l'impôt sur le revenu, mais alors comment renflouer les caisses? Vous avez dit tout à l'heure que l'argent doit venir du pays, les emplois doivent venir du pays. De quelle manière est-ce qu'on peut injecter de l'argent? Je pense que c'est très facile. Très facile. Aujourd'hui, les travailleurs subissent un lourd fardeau. Des problèmes des partis politiques qui ont géré et dirigé notre pays. C'est le résultat d'aujourd'hui. On parle de 80 000 chômeurs. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de pauvres. Il y a des fainéants et il y a des travailleurs. Mais si on ne leur donne pas d'emploi, donc à ce moment-là, ils auront des problèmes sociaux. Merci Mahinou. En parlant d'économie et de lancement pour l'emploi, c'est très facile de dire que c'est les privés. C'est aujourd'hui qu'il faut donner maintenant l'emploi. C'est aujourd'hui, si on parle de 80 000 ou de 18 000, parce que pour moi, c'est 28 000 personnes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut donner de l'emploi. Mais si on vient ici pour dire que non, quand je serai là-bas, c'est là où je crée de l'emploi, je regrette. Jamais ils vont créer de l'emploi. Mais par contre, le pays, lui, il peut essayer tout de suite de démarrer et de donner l'emploi au pays. Effectivement, ça c'est les détails. Ce sont les privés qui vont faire l'emploi, le travail. Ce n'est pas le pays. Ça, on le sait très bien. Bon, jamais ils vont donner de l'emploi, c'est donner la parole à votre voix. Voyons voir si jamais elle va donner de l'emploi. Alors, juste un mot de conclusion sur l'économie et ensuite on parlera d'autre chose. Je parlerai d'activité. Allez. Il faut des activités. Donc déjà au niveau du secteur l'activité rémunérée tout de même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faudrait développer le secteur primaire. Absolument. Je retrace l'histoire de la Polynésie. Avant 1960, on vivait du secteur primaire et les gens étaient heureux. La vie était rude. Et après 1960, pendant le CEP, l'avant-CEP et le pendant-CEP, il y a eu de la manne. L'argent, elle est là seulement pour alléger un peu la lourdeur du travail. Et on a abandonné le secteur primaire. On a cru à cette manne. Et cette manne était bénéfique. Non, mais cette manne était bénéfique. Il fallait mettre des projets structurants. Le jour où le CEP est parti, 3 ans après, on a mis la TVA sur place. Parce qu'il n'y avait plus de ressources. Parce qu'on n'a pas pu exploiter cette manne pour pouvoir projeter dans l'avenir. Et si aujourd'hui on est arrivé là, mais il y a toutes les crises. À tous les niveaux, on peut dire qu'il y a échec. Maintenant, il faut réparer. Il y a une phase de réparation. Il y a une phase de réparation, absolument. Peut-être toute une génération, il sera là pour réparer.
Merci Patrice Jamais. On m'informe que Outari Toro, vous avez un léger retard de temps de parole, donc vous pouvez tout à fait compléter le programme économique préconisé par votre liste. Alors juste pour apporter un petit éclairage, la CST est un impôt sur le revenu, quoi. C'est voilà, c'est un chat, on l'appelle un chat. Donc voilà. C'est-à-dire des contributions des plus hauts revenus. Voilà. Mais par contre, j'aimerais recentrer le débat, la fiscalité. Mais vous seriez pour l'augmenter cette CST sur les hauts revenus? Oui, de manière progressive. Il y a différents paliers à mettre en place. Mais après, le but, c'est pas d'augmenter les prélèvements obligatoires. Qui dit augmentation des prélèvements directs dit forcément diminution des prélèvements indirects. Ça, c'est très important. Mais pour recentrer un peu le débat sur c'est-à-dire que par exemple, vous voudriez augmenter la CST sur les revenus et baisser la TVA dans les grands magasins? Ça dépend de quelle économie on parle. Si c'est de l'économie endogène, oui, pour les produits locaux, bien sûr qu'il faut réduire. C'est pour ça que je revenais juste sur ça. Il faut recentrer le débat sur la fiscalité. Parce que la fiscalité, c'est pas que la justice sociale, c'est aussi aider les entreprises à développer tout ce qui est budget d'investissement, tout ce qui est immobilisation, recherche et développement. Ça, c'est important aussi. Donc, Teitito appuie au niveau de création de l'emploi. Bon, le secteur primaire, mais oui, mais quel secteur primaire? C'est plus le secteur primaire de 1950 qu'on a besoin. D'accord, vous préconisez donc une agriculture moderne. Voilà, c'est la main gauche dans la terre, la main droite sur le clavier de l'ordinateur, c'est-à-dire secteur primaire. Oui, ok, il faut produire des mots, par exemple, parce que Rotouille manque, 80% de ce qu'on consomme dans Rotouille manque, c'est de la purée qui vient d'Inde. Donc là, d'accord, mais avant, il faut parler aussi de l'investissement, il faut parler aussi de la problématique du foncier. Ensuite, cette mangue-là, on ne va pas la prendre, la vendre en bord de route seulement. Il faut parler du secteur secondaire, confiture, il faut valoriser ce produit. Le secteur secondaire, c'est l'industrie. Le secteur tertiaire aussi, il faut en parler avec le tourisme. Nos touristes, il faut qu'ils consomment nos produits locaux. Merci pour ces slogans. Ouais, ces slogans donc, qui montrent que vous avez donc des projets concrets pour la Polynésie. Je vais vous proposer maintenant une forme d'interview un petit peu différente. S'il y avait un seul mot qui devait résumer votre combat, votre lutte, vos projets pour donc l'économie, quel serait-il? Je vous propose donc ce petit tour de table en commençant par vous, Marcel Touihani. Quel est le mot que vous retenez pour le Tahuera en matière d'économie? Un mot, attention, je vous vois prendre en respiration, je m'inquiète. J'aurais tendance à reprendre le mot qui a été utilisé par un chef d'État lors de son passage en Polynésie française, le rayonnement. Rayonnement. Outari Toro, à vous, un mot. La famille, parce que c'est le pilier de la société polynésienne. D'accord, vous avez le droit de dire un mot, une petite explication derrière, on le tolère. Charles Adjé. C'est dignité. Dignité, très bien. Nicole Bouteau. Moi, je dirais que c'est confiance, parce que pouvoir redresser, pour pouvoir investir, il faut avoir confiance dans l'environnement polynésien. Merci. Teva Manoutai. Un impôt sur le revenu, il faut des revenus. On a perdu 8000 emplois depuis 5 ans. Un seul mot, peut-être, moi, ça serait le choix fiscal de notre pays, peut-être jusqu'en 2025. TVA indirect, impôt ou une flat tax. Tout est possible. Bien, choix fiscal, il y a deux mots, mais on les accepte. Émile Vernier. Je dirais le mot avenir parce que j'ai peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et j'ai peur pour les Polynésiennes d'en bas. Bien, Patrice Jamais. Moraliser la classe politique. La moralisation, hein, on va retenir donc. Merci. Et enfin, Mahinou Itemari, avant de passer au temps de parole. Qui paye, contrôle. Qui paye, contrôle. Ça, c'est une phrase, mais c'est pas grave. On va l'accepter. C'était le premier exercice. Attention, deuxième partie, on fait la même chose. Et cette fois, je compte sur vous pour ne trouver qu'un seul mot. Merci. Alors, on va regarder, on va jeter un coup d'œil sur vos temps de parole pour savoir où en sont chacun d'entre vous, alors où on est chacun d'entre vous, pardon, hein, pas de faute de grammaire parce qu'on va me reprendre. Alors Teva Manoutai semble un petit peu en avance, hein, vous avez un petit peu plus parlé que les autres, ainsi que donc la représentante de Teva Rofrich, hein, vous avez vu que ce sont les têtes de liste qui apparaissent à l'écran, donc Nicole Bouteau, alors que tous les autres se tiennent environ dans les 3 minutes. Et évidemment, je rappelle l'absence de l'UPLD, hein, pour les téléspectateurs qui nous prennent en cours d'émission. Oscar Temanou nous a indiqué qu'il ne viendrait au débat qu'à partir donc du dépôt des listes, et ce sera donc à partir du 25 mars. Voilà, on va parler d'un sujet politique s'il en est, c'est la réinscription, et en filigrane bien sûr les questions d'autonomie, d'indépendance, voire de départementalisation pour certains. C'est la question du statut et de l'avenir de la Polynésie. Alors on le sait tous, hein, le président Temaru a fait son combat de la réinscription de la Polynésie sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser, des
territoires non autonomes à décoloniser plus exactement. Quelle est votre position sur cette démarche? Chacun d'entre vous, on va commencer peut-être par quelqu'un d'autre que tout à l'heure. Alors Mahinou Temari, quelle est votre position sur cette démarche de réinscription? Je crois d'abord, c'est une remarque, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Que réinscrire le pays, alors qu'il y a un statut qui est clair pour notre pays, et le statut de la France aussi est très clair. Toutes personnes qui veulent leur autodétermination ou indépendance, c'est le peuple qui décide. Réinscrire, pourquoi? Pour essayer de demander à l'ONU de venir ici, et c'est qui donne un coup de main pour qu'on puisse avancer. Ce n'est pas un parti politique qui va demander de faire ça, c'est le peuple qui demandera ça. Donc vous souhaitez un référendum avant même la démarche de réinscription? Ça va de soi. Bien. Alors, on va continuer donc ces réflexions. J'imagine que le Tahuera se pose toujours en rempart contre l'indépendance et également contre la réinscription. Marcel Khani, est-ce que vous confirmez cette position? Bien entendu que nous sommes foncièrement contre l'indépendance et toute démarche à l'ONU, à New York, pour inscrire le pays sur la liste des pays non autonomes. Mais vous faites quand même ce distinguo entre réinscription et indépendance. Hein, c'est quelque chose qui est appuyé par l'UPLD. Ce n'est pas la même chose. La réinscription, ça peut mener vers un choix, indépendance, départementalisation, État associé, et ce n'est pas forcément l'indépendance. Est-ce que vous concevez ce distinguo ou est-ce que pour vous, la réinscription, c'est forcément le choix de l'indépendance? Mais qui croit cela, justement? Je me pose la question. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé tout d'abord, est-ce que cette démarche, cette réinscription et tout ce qui a été fait jusqu'à présent va apporter un emploi aux familles, va améliorer la situation au quotidien aux familles? 1600 francs par jour, les familles n'ont que ça pour vivre, pour se loger, pour vêtir. Est-ce que ça va apporter des solutions réelles et immédiates aux familles polynésiennes? Pas du tout. D'ailleurs, lorsqu'on voit le lobbying que réalise le gouvernement actuel à New York, me semble-t-il qu'il aurait fallu prendre ses ressources et faire du lobbying au gouvernement central pour apporter les solutions immédiates. D'ailleurs, la réinscription, le projet de résolution qui a été modifié dernièrement vise également la délibération qui a été prise à l'Assemblée de la Polynésie française qui autorise le gouvernement à faire les démarches. Il aurait fallu effectivement consulter les électeurs. Le statut prévoit cette consultation avant la validation de la délibération. Pourquoi avoir kidnappé le choix de la population? Pourquoi? Bien. Alors le Tahuera se pose donc en rempart contre l'indépendance. On rappelle quand même que vous avez votre parti a été allié également avec Oscar Temaru. Vous aussi d'ailleurs, Nicole Boutot, vous avez soutenu Oscar Temaru dans une élection en 2004. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez être le meilleur rempart contre l'indépendance de la même façon que le Tahuera pense l'être? Alors pas dans une élection, après une élection. Et ce n'est pas l'indépendance que nous avons soutenue, mais c'est bien l'alternance et la fin d'un système. Avant tout, par la mise en place d'une majorité plurielle, et je crois qu'il est bon de le rappeler. Oui, nous voulions mettre fin à un système, et je crois que c'est important parce que depuis 2004, on le voit, les électeurs, la population souhaite le changement. Ça s'est exprimé en 2004, ça s'est de nouveau exprimé en 2005, ça s'est exprimé en 2008 par la vague d'Otatoaïa, mais finalement, jamais le choix des électeurs n'a été respecté. Alors je crois que c'est important de dire que les électeurs, un changement durable, hein, c'est bien ce que vous voulez dire. Un changement durable, et effectivement l'instabilité, le retournement de veste des uns et des autres a encore plus fragilisé le tissu économique et social. Donc on est d'accord, il y a aujourd'hui effectivement une question d'éthique, de gouvernance, de comportement des hommes. Mais la course à l'évolution statutaire que l'on a pu connaître pendant la gouvernance Tahuera, cette nouvelle course qui finalement sont le rêve d'homme aujourd'hui, Oscar Temaru vit son rêve en parcourant les couloirs de l'ONU. Et je suis d'accord avec le représentant du Tahuera. Sur ce point. Sur ce point. Ce n'est pas ça qui va amener de l'emploi. On aimerait bien que M. Temaru s'occupe un petit peu plus du développement de notre pays et de répondre à la précarité, à la détresse sociale que vivent nos familles. Et vous comprenez aussi que certains petits partis ou certains électeurs puissent s'étonner que des gens qui ont été, des élus qui ont été alliés à un moment avec Oscar Temaru se posent aujourd'hui comme les plus grands remparts face à lui et face à l'indépendance. Alors, nous n'avons pas élu Richard Tourava sénateur. Aujourd'hui, c'est le meilleur porte-drapeau de la question de la réinscription. Nous ne l'avons pas élu face à un candidat autonomiste que pouvait être ce que nous connaissons. Donc voilà, il y a des faits.
Parlons aussi de ces faits-là. Ce qui, je trouve, est choquant, la démarche d'Oscar Temaru, c'est pas une question de légalité, c'est une question de légitimité. Il se dit auprès des instances internationales être, comment dire, porteur de la voix du peuple polynésien. Mais aux dernières élections, il n'est pas sorti majoritaire de ces élections. En 2008. Sa majorité, oui, 2008, sa majorité, il l'a créée à plusieurs reprises par des combinaisons, notamment effectivement avec des autonomistes, mais par des combinaisons. Donc, il n'y a pas plus antidémocratique que ça. Donc, illégitimité. Et je crois qu'effectivement, il ne faut pas minimiser. Ceux qui nous disent, effectivement, ce n'est pas la priorité, mais en même temps, il ne faut pas minimiser l'action d'Oscar Temaru auprès de l'ONU. Parce que je vous rappelle que... Vous pensez à un vrai poids dans l'avenir de la Polynésie? Écoutez, certes, la résolution a été modifiée, mais la disposition dit quand même qu'il est demandé au gouvernement français d'accélérer le dispositif d'autodétermination en mettant en place un calendrier et des modalités. Et tout ça sans avoir consulté la population. Alors, Atia Polynesia n'est pas resté immobile, n'est pas resté silencieux. Nous avons interpellé le président de la République. Nous nous apprêtons en demandant à d'autres partis autonomistes de nous suivre, également d'interpeller le secrétaire général de l'ONU, parce que d'abord, la voix au peuple. Merci Nicole Boutot. Je voudrais juste que le Tahuera réponde à la petite pique que vous avez envoyée tout à l'heure sur l'alliance entre Gaston Flosse et Richard Touhiava. On le rappelle, c'était aux dernières sénatoriales et c'est ce qui a permis donc, à Gaston Flosse et à Touhiava de devenir sénateur. Hein. Ça semble loin et finalement ils sont toujours sénateurs, donc c'est pas si ancien que tout ça. Maintenant vous êtes adversaire. Comment est-ce que vous expliquez cette alliance de l'époque? Je crois qu'il n'y a pas... L'explication a été donnée à cette époque-là lorsque les deux partis politiques se sont rapprochés. Et me semble-t-il que ce n'est pas le sujet de ce soir. En revanche, par la suite d'événements... Ce qu'elle est en train, c'est que finalement, c'est vous qui avez porté Richard Touhiava au Sénat et qui lui avait permis d'entamer ses démarches à l'ONU. Je pense que le raccourci n'est pas aussi évident que ça dans la politique. Et on le voit, ce n'est pas uniquement une spécificité polynésienne. Les chemins, parfois, s'éloignent. Et encore une fois, ce n'est pas une spécificité polynésienne. Richard Touhiava n'a pas le mandat du Tahuera pour faire ses démarches à l'ONU. En tous les cas, c'est quelque chose que je voulais préciser. Et également, je souhaite apporter une autre précision. Les démarches d'Oscar Temaru et de Richard Touhiava à l'ONU nous ont interpellés dès le départ justement de leur, on va dire, agitation à New York. Et dès le début de l'année, nous avons les parlementaires du Tahuera, les 3 députés et le sénateur ont interpellé le ministre de l'Outre-mer sur les agissements de nos élus à l'ONU. Donc nous avons réagi, nous avons sollicité l'intervention de l'État et nous pensons bien évidemment que l'État, après les interventions par son ambassadeur à New York, a apporté une modification substantielle à la résolution. En même temps, l'État, par la voie du haut-commissaire, légitime ces démarches. Il a le droit de le faire, ce n'est pas illégal. Hein. Vous savez, lorsqu'on lit les déclarations, rappelez-vous les déclarations du ministre Lurel avant son arrivée en Polynésie française, ils sont respectueux des accords politiques. Mais pourtant, rappelez-vous également qu'il ne partage pas les démarches. Donc ça, me semble-t-il, c'est quelque chose de clair. Il a la confiance du président de la République et nous n'avons pas à douter des paroles du ministre de l'Outre-mer. Merci Marcel Touihani. Alors, je vais me tourner à présent vers Émile Vernier. Vous voulez au contraire revenir à une plus grande proximité avec la France. C'est un point de vue assez particulier sur ce plateau et dans ces sections. Vous souhaitez la départementalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est une possibilité d'ailleurs à travers la réinscription. Alors, la réinscription, bien sûr, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Hein. Je voudrais rappeler quand même en quelques mots ce que l'article 1er de notre statut dit. Il dit ceci, que la Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement par ses élus, on est d'accord, et par le référendum. Or, je suis étonné, avec toutes les questions importantes qu'on a eues depuis 20-30 ans, pourquoi on n'a jamais demandé l'avis de la population, quels que soient les gouvernements en place? Alors, là, je me fais un petit peu la voix de l'UPLD, qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pas souhaité venir. Le référendum, c'est l'aboutissement pour eux de la réinscription. Est-ce que vous concevez que ce chemin puisse être possible? Vous qui demandez la départementalisation, est-ce que cela pourrait passer par une réinscription, puis par un référendum qui demanderait aux Polynésiens quel statut ils souhaitent adopter pour la Polynésie? Pourquoi on a besoin de l'ONU pour ça? L'ONU n'est même pas capable de régler les problèmes de Syrie, les problèmes du Mali, les problèmes du monde, et ils viennent ici pour nous
nous donner des leçons. Ah non, ils ne sont pas venus. Non, mais ils vont venir. Oui. Ils vont venir. Quand on regarde l'exemple de Tokela, par exemple, je m'inquiète beaucoup. Donc, j'ai écrit aussi. J'ai écrit une première fois un courrier. On m'a dit qu'il faut envoyer ça à l'ambassadeur permanent de la France à l'ONU. Je lui ai envoyé un courrier. J'attends les épicés pour dire qu'il a bien reçu. Bien sûr, dans ce courrier, je dénonçais ça. Moi, je m'engage ici. Avant la fin de l'année, nous lancerons un référendum pour ou contre l'indépendance. C'est clair. Parce qu'on ne va pas continuer. Si vous êtes élu président, directement, vos premières actions, c'est ce référendum pour ou contre l'indépendance. Avant la fin de l'année, ce ne sera pas la première action. Vous n'aurez pas d'autre choix, départementalisation par exemple. Le deuxième choix, ça sera, tu ne vas pas aller poser une question, est-ce que vous voulez de l'indépendance ou de la départementalisation? Dans un référendum, c'est possible de proposer plusieurs sujets. Non, il vaut mieux poser une question, comme ça tout le monde comprend. Oui ou non? Si c'est le oui qui l'emporte, on n'en parle plus, on prépare l'indépendance. Si c'est le non qui l'emporte, un référendum dans la foulée, un référendum avec lequel on demandera à la population oui ou non. La question c'est toujours oui ou non. Ce que je trouve aujourd'hui, je suis un peu, choqué de ce que je vois. Moi je vais vous dire une chose. Mais pour des ans d'opportunisme, mais si demain on parle d'indépendance, mais je vous mets ma main, je ne vais pas vous donner ma main à couper, je vais la garder, mais je suis prêt à... Ça coûterait cher à la CPS, voilà. Que vous défendez aussi. Mais Gaston Floss, c'est le premier président de ce pays indépendant. Faut pas rêver. Bien. Alors, je préfère dire les choses comme elles sont. Hein. Moi, je ne suis pas pour la langue de bois. Je vois que Marcel Touyani fait un peu la grimace, mais comme vous avez un petit peu d'avance, on va répondre tout de suite. Hein. Vous me préciserez votre pensée sur la départementalisation en particulier tout à l'heure. On va continuer donc avec ces réflexions-là. Patrice Jamais, vous voulez intervenir donc sur la réinscription, qu'en pensez-vous? Oui, je pense que ce terme-là, ce mot réinscription, il faudrait plus qu'on en parle, il faut parler de résolution maintenant. Je pense qu'au niveau de l'ONU, il y a eu un consensus même entre l'État, le territoire, il y a eu une rédaction consensuelle qui a été approuvée. Maintenant, c'est entre les mains de l'ONU et du comité 24. Nous, il y a tout au fait nous en cela. Vous êtes légaliste, c'est-à-dire que vous laissez faire les choses. Les choses, comme ils sont, parce que normalement, la mise en place de l'ONU, elle avait décidé, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, il faut pas il y a une grande souffrance au niveau mondial. Et c'est suite à cette guerre-là qu'on avait mis quelque chose pour accompagner les pays non autonomes pour qu'ils grandissent. Ça, c'est légal, c'est quelque chose de légal. Maintenant, aujourd'hui, on veut rappeler aux nations que ces choses légales-là soient appliquées. Maintenant, c'est entre les mains de l'ONU, qui est reconnue mondialement. D'accord, mais dans l'hypothèse où vous seriez élu président, vous poursuivriez ces marches de réinscription ou est-ce que vous... Tout dépendra des résultats. Des résultats de l'ONU ou de l'ONU? Non, des résultats de l'ONU. D'accord. Si l'ONU décide qu'il faut aller jusqu'au bout, bien, toutes les nations sont poussées à aller jusqu'au bout dans cette résolution. Et de deux, le problème, je vois aujourd'hui par rapport à ce mot réinscription, j'ai l'impression, il y a tout l'autre fois, nous, on a décidé de faire taire ces deux termes, c'est-à-dire l'indépendance et l'autonomie. C'est ces deux termes-là qui ont fait que les gens n'ont confiance. On parlait de confiance tout à l'heure, de confiance dans tous les thématiques économiques, ça c'est une chose. Mais la confiance entre la population et ces deux thèmes-là, ils n'y croient plus. Ils ne savent plus où on est. Les gens sont dans le trouble, dans le noir. Et il est important de les informer, de communiquer la vérité sur la résolution et l'avenir du pays. Le problème, il est là. Maintenant, les personnes qui vont se mettre sur place, il ne faut pas aussi oublier qu'à l'Assemblée de Polynésie, le 18 août 2011, la réinscription a été approuvée et légalisée par l'Assemblée. Et c'est passé en Conseil des ministres. Je ne sais pas qui était président, qui avait apporté, mais ça a été légalisé. Donc il faut respecter. Vous savez été président? Vous avez un doute quand même? Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas du tout. Ces choses-là sont arrivées dans mes mains. C'était probablement Efkar Temarou, je vous le précise. Non, mais je ne sais pas. Mais il y a quand même des autonomistes qui sont de l'autre côté. Oui, c'était les Iliens, on le sait. Hein. Alors, on va demander à Outariro sa position sur la réinscription, puisque vous, votre leader, Quito Bruno Ortega, s'exprime peu dans les médias, c'est un choix. Hein. Vous pouvez d'ailleurs nous expliquer ce choix. Mais quelle est sa position, la position de votre liste sur la réinscription et sur l'avenir statutaire? Alors, Quito Bruno Ortega ne fait pas de gesticulation. Donc, du coup, on ne parle pas du débat réinscription. Pour nous, c'est un débat stérile. Réinscription, autonomie, indépendance et bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même chose. Apparemment, on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de foncier,
On ne peut pas parler de développement de notre secteur économique avec les huiles essentielles ou avec les essences, etc. Je pense qu'il faut recentrer le débat. On l'a fait, mais on n'a pas eu beaucoup de temps. C'est dommage qu'on donne autant de temps à ce débat sur la réinscription. Vous pensez que l'avenir statutaire de la Polynésie n'a pas c'est une démarche purement électoraliste. C'est-à-dire qu'il essaye de consolider son électorat. Bon, après, c'est un politicien, hein, il fait comme il peut. Mais non, on ne va pas faire de gesticulation sur ça. C'est un débat stérile, ça ne sert à rien. Pour le moment, les urgences sont ailleurs. L'urgence, c'est l'emploi, la réinscription ne sert à rien, mais est-ce que vous pouvez nous préciser la position? Aujourd'hui, la réinscription ne sert à rien. Non, mais vous pouvez dire ça sans problème, mais simplement, je vous demande votre position sur l'indépendance et l'autonomie. Est-ce que votre liste est indépendantiste ou autonomiste? Alors, on est républicain. On n'est ni indépendantiste ni autonomiste. Voilà. Républicain dans le sens où on est vous pour la suivez la démocratie, population. on travaille pour le peuple, voilà, donc pour le développement économique, mais on n'est ni indépendantiste ni autonomiste. Bien, c'est une réponse de Normand, mais je vous remercie. Cher Ladjé, votre position là-dessus, sur l'inscription. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de notre pays, celui que nous aimons. Dans un temps où l'économie est au plus bas, les entreprises n'ont plus confiance, où la misère, elle est criante dans notre pays. Moi, j'ai dit 15 000 tout à l'heure, mon cousin me dit qu'il y a 80 000, mais c'est un constat alarmant. Et tout le monde sait que lorsque M. Temaru se déplace pour aller à New York, il y a quelque chose comme 30 millions à chaque fois dépensés. Faites le calcul. Le jour où la réinscription va apporter à manger à nos familles dans le dénuement total, on vient de parler tout à l'heure, donc on ne revient plus sur ce débat de la pauvreté, de la misère dans notre pays. Moi, je trouve ça qu'il y a une incohérence. Je crois que le rêve, dont parlait Nicole tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'on accélère les choses. Est-ce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui va lui échapper à M. Temaru? Moi, je dis aujourd'hui que ça n'est pas la priorité du tout. Mais ça ne veut pas dire que d'ici quelques années, le jour où l'économie du pays sera reboostée, on en reparlera. Parce que nous, on a envie, aujourd'hui, que le pays n'aille plus à la France pour mendier et que le pays puisse vivre par lui-même. Alors, l'inscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser, à mon avis, ça n'est pas du tout le débat d'aujourd'hui. Ce n'est pas la priorité, mais la porte n'est pas complètement close pour votre liste. Non, pas du tout. On en reparlera d'ici quelques années, parce que l'indépendance économique, c'est ce qui nous plaît à nous, et qu'un jour, bien, M. Falletta se présentera devant M. Hollande, et puis lui dira, ben voilà, mon pays vit par ça. Ah ben, je pensais venir pour demander encore. Non, on ne veut plus mendier à la France. C'est ça le débat le plus important pour nous, pour Terre-à-Terre aujourd'hui. Et non pas de se déplacer 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et sur quoi? Sur les deniers, il me semble, que nous savons tous, du peuple parisien aujourd'hui. Ça, c'est la priorité. Alors, je vois que vous êtes majoritairement, bien sûr, opposé à cette réinscription. Hein, ça, on le savait à peu près déjà. Je rappelle quand même que la réinscription, c'est quelque chose qui est considéré comme positif par la plupart des autonomistes calédoniens. Comment est-ce qu'on explique, peut-être Eva Bouteille, qui ne vous êtes pas encore exprimé sur cette question, comment on explique que la réinscription soit forcément liée à l'indépendance ici en Polynésie, alors qu'en Calédonie, les autonomistes sont pour? M. Temaru était inscrit à ce débat. Il s'est retiré. Je propose qu'il se réinscrive la prochaine fois dans ce débat pour pouvoir défendre ce thème qui est cher pour lui. Avant d'aller à l'ONU, se réinscrire. Il faut peut-être déjà respecter le débat démocratique qui a lieu ici et venir défendre sa position. Ce n'est pas la position qu'il prend, je respecte. Mais ceci dit, vous comprenez bien que c'est difficile pour nous de débattre d'un sujet pour lequel l'auteur lui-même, depuis le départ, évite absolument le débat avec la population et a essayé de voter une délibération à l'Assemblée par le biais de chaises musicales. Voilà la réalité. Entre égalité et légitimité, ce n'est pas du tout le même sens et ce n'est pas du tout la même définition. À partir de là, je crois que ce qu'omet de nous dire M. Temaru, c'est en quoi la vie polynésien ira beaucoup mieux dès que ce pays sera réinscrit. C'est ça la seule question. Vous parlez de l'exemple calédonien. Sachez que la Calédonie est inscrite depuis plus de longtemps. Qu'est-ce que ça a changé? Absolument rien. La réinscription... Là, vos opposants vous dites qu'en Calédonie, tout va beaucoup mieux au niveau économique. Oui, mais c'est sans doute pas lié. Enfin, s'il vous plaît, j'ai tout le respect pour votre intelligence. La Calédonie, c'est la ressource minière. Ce sont les mines de Goro, ce sont les mines qu'ils exploitent aujourd'hui, et ça n'a absolument rien à voir avec la réinscription. Les Calédoniens
ont été suffisamment intelligents Vous pour êtes certain trouver que ça n'a rien le changé pour eux? consensus, pour trouver, c'est eux-mêmes qui le disent, pour trouver le consensus à travers les accords de Matignon. Vous voyez, c'est les accords de Matignon qui permettront à la Calédonie d'accéder, oui ou non, un jour à l'indépendance. C'est absolument pas la réinscription. Mais aujourd'hui, moi je crois que M. Jamel le disait tout à l'heure, nous avons un outil formidable. Ça s'appelle le statut de l'autonomie. Alors, ou alors on se dit qu'on est incapable d'utiliser le statut, à ce moment-là, il faut démissionner tout de suite et surtout pas se représenter. Ou alors on est à hauteur du statut et on essaie de faire en sorte que les gens aillent mieux. Moi, dans le discours de la réinscription, ce que je trouve injuste, c'est qu'on ne dit pas comment les gens vivront mieux, combien d'emplois en plus, combien de tourisme en plus, combien d'investissements extérieurs, y compris des investissements portés par exemple par l'ONU, combien de logements supplémentaires. Est-ce que oui ou non on accède à la propriété grâce à la... En fait, c'est on s'inscrit dans un instant. On s'inscrit et puis après on verra. Moi je dis, on voit d'abord, ensuite on voit le débat sur la réinscription. Nicolas Bouteau, vous êtes en tête des temps de parole. Je vous suggère si vous voulez garder du temps pour la partie sur le logement. Alors, 10 secondes. Très rapidement, je voudrais juste dire que nous sommes le territoire le plus autonome de la République et que le premier référendum sera le 21 avril et le 5 mai. D'accord. À travers les élections, on saura qui est pour l'indépendance, pour l'autonomie. C'est ce que vous voulez dire. Mahinou et Temari, vous êtes un petit peu en retard sur votre parole. J'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus sur cette inscription. Vous vous êtes assez bien positionné. Sur l'autonomie et l'indépendance, est-ce que vous pourriez être plus précis sur le statut que vous souhaiteriez pour la Polynésie? Je pense que le statut est une bonne chose. Le statut actuel, le statut actuel, il est magnifique. C'est les personnes qui les fait travailler, qui n'est pas à la hauteur. Mais ma question est ceci, quelle est la différence entre l'autonomie et l'indépendance? Allez-y, répondez. Oui, parce que l'autonomie, c'est que c'est toi-même qui gères ton pays, et l'indépendance, c'est la même chose. Ce qui diffère, c'est qu'il n'y a plus de France à côté, tu es toute seule comme Vanuatu. Et à ce moment-là, on aura des problèmes parce qu'on est obligé de travailler avec un autre pays. Mais par contre, si nous, notre position pour les travailleurs, c'est peut-être d'aller vers l'indépendance comme Monaco, pourquoi pas? Vous voulez devenir un paradis fiscal? Tout à fait. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, notre pays, c'est un paradis. Maintenant, ça a changé, c'est un parataxe. D'accord, donc ce que vous voulez donc c'est que le pays s'enrichisse à travers les taxes des personnes les plus riches dans le monde, c'est bien ça? Tout à fait. Bien. Merci Mahinoui. Patrice Jamel, un dernier petit mot et ensuite on repartira sur notre petite tour de table en un mot. Oui, il y a tout au fond la question quand elle devrait se poser et la population devrait se positionner, c'est de se poser la question, est-ce que la France est-elle un vrai partenaire? Est-ce que c'est un vrai partenaire? Est-ce qu'elle est mauvaise? Ou bien est-ce qu'elle est bonne comme partenaire? Alors, répondez. Hein? C'est un bon partenaire ou un mauvais partenaire? À mon avis, la France nous a toujours accompagnés. Donc vous souhaitez poursuivre dans cette autonomie au sein de la République française? Oui, on a déjà un statut d'autonomie qui est assez, quand même, je ne sais pas moi, comme je dis, on est le seul pays à avoir cette autonomie au-dessus de tous les pays français qui existent dans le Pacifique. Et deuxièmement, ce que la France a fait pour nous, au niveau de l'éducation, au niveau de la défense, donc il ne faut pas renier tout ça. Ce qui manque, c'est la confiance. On répète souvent ce mot. Et pour qu'il y ait de la confiance, il faut que des gens à la tête du pays soient crédibles et respectables. Bien. Eh bien, à vous de montrer ce soir si vous êtes les plus crédibles pour remporter ces élections du 21 avril, du moins au premier tour. Alors, je vais vous demander de repartir sur le petit exercice d'interview qu'on a proposé tout à l'heure. Un seul mot pour définir les rapports que vous voudriez obtenir avec l'État, que vous voudriez donc entretenir avec l'État. Je vais vous demander donc de partir dans l'autre sens peut-être, pour ne pas privilégier toujours les mêmes qui ont le temps de réfléchir plus que les autres. Un seul mot donc pour ces rapports avec l'État de la Polynésie. Mahinoui, il devrait être comment ces rapports? Rapport de confiance. Confiance. Patrice Jamel? Le respect. Bien. Émile Vernier? Départementalisation. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Teva Manutei? Un partenariat rénové. Ah, vous rajoutez un objectif, un adjectif. Mais bon, on reste dans les clous, ça va. Nicolas Bouteau, à vous. Moi, je reste sur la notion de confiance. Confiance? Partenariat aussi pour moi. Charles Adjé, partenariat? Équitable. Rapport gagnant-gagnant. Bien. Et enfin, pour le Tahuera, le Touihani? Un peu pour ce... Non, pas
se démarquer de mes camarades, mais on se rejoint un peu sur les idées essentielles, mais j'utiliserai le mot compétence. Compétences, merci. Compétences partagées. Un partage des compétences dans ce sens-là, bien sûr. Ok, on va à présent regarder les temps de parole avant de passer à la dernière partie. Donc, les temps de parole, on voit que Nicole Boutot et Teva Manoutai au centre du plateau ont toujours un petit peu d'avance avec 7 à 8 minutes de temps de parole, alors que parmi ceux qui sont un petit peu plus en retard, on note qu'il s'agit de Quito Bruno Ortega et de son représentant, donc, et bien sûr de Mahinu Itemari, qui est lui-même tête de liste. Vous êtes à moins de 5 minutes, vous aurez un petit peu plus de temps pour vous exprimer sur cette dernière partie sur laquelle que nous allons aborder tout de suite. Il s'agit du dernier volet donc de cette émission, le logement. Le logement, c'est bien sûr, avec l'emploi, l'une des préoccupations majeures des Polynésiens. Je vous propose de commencer, Émile Vernier, vous qui défendez les petits, comme vous dites, comment mieux loger les plus démunis et comment leur faire accéder au logement. Merci pour me faire commencer. Une fois n'est pas coutume. Ah, d'habitude, les politiques n'aiment pas ça. Hein. Non, moi j'aime bien. Ah bon, allez-y alors. Le logement. Alors, les constats sont clairs. Hein. On a vu dernièrement la Chambre territoriale des comptes nous dire que, il me semble d'ailleurs que Marcel Touyani Junior était bien placé à ce niveau-là, que les travaux de l'OPH, enfin les résultats obtenus au bout d'années et d'années de gestion de fonds-là sont très très médiocres. Je crois de l'ordre de 70 maisons par an, une période de 10 ans. Et 11 ou 12 maisons en 2011. On va parler par 4 chemins. Actuellement, les maisons sociales que l'on prépare pour notre population, et on dit pour ceux d'en bas, les plus défavorisés, nous pensons que c'est cher, et tu habites dedans, quasiment tout de suite, c'est pourri. Donc là, la décision que nous avons prise, si la population nous accordait sa confiance, le 1 avril puis le 5 mai, eh bien, c'est de partir en Chine, parce que c'est là qu'on peut construire en grosse quantité. Nous, on fait venir 1200 maisons par an, soit 100 par an. Et pour construire, on a un projet. Quand vous dites on fait comme ça, c'est avec quel crédit exactement? Mais les crédits sont là déjà. Les crédits sont là, mais ils ne sont pas utilisés. Les contrats de projet? Les crédits du logement social, je crois on parle de 20 à 30 milliards qui dorment. Et que demain, la France va dire, vous ne voulez pas utiliser, rendez-moi. D'accord. Et ces constructions, vous les construisez où? Vous les bâtissez où, ces maisons? Alors, on les bâtira sur les terrains ancestraux, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est que les populations polynésiennes puissent retourner sur leurs terres. Nous avons la compétence en matière foncière. Depuis 2004, pareil fait on va rendre les terres aux Polynésiens. 0. Donc aujourd'hui, nous savons ce qu'il faut faire. Vous dites que les promesses n'ont pas été tenues ici. Les promesses ne sont jamais tenues. Il faut que nous arrivions là pour que les promesses soient tenues. Ah, ça va changer avec vous. Voilà. D'accord. Parce que nous n'avons pas de casserole et nous aimons ce peuple-là. Nous, on n'aime pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Donc, 1200 maisons par an, à construire sur des terrains. Il y aura bien sûr que lotissements sociaux, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de terrain, malheureusement. Mais ce qui est important, c'est de ramener les familles sur leurs terres, pour qu'elles puissent mettre en valeur ces terres-là, et qu'elles puissent planter et pêcher. Je reviens de Réatia, j'ai vu ce que c'est. J'ai vu ce que c'est. Il faut aller dans ces familles-là. C'est là que tu vois la difficulté qu'ils ont. Bien, alors juste à propos de ces difficultés, Teva Manoutai, vous êtes travailleur social, donc vous connaissez bien ce milieu, ces personnes les plus démunies. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mieux les loger et pour les loger tout simplement lorsqu'ils ne le sont? Vous me titillez depuis tout à l'heure sur le caractère social de ma profession, que j'ai bien voulu d'ailleurs laisser 7 mois en étant en disponibilité, ce qui me permet de pouvoir défendre les positions qui sont miennes. Mais c'est volontaire que j'y ai pas répondu. D'abord parce que je suis persuadé, pour revenir au premier terme, qu'il n'y aura pas de mesures sociales financées s'il n'y a pas de relance et de sauvetage de nos entreprises. S'il n'y a pas une fiscalité adaptée, si on n'arrive pas à dégager les crédits, ne serait-ce que pour financer 1,5 milliard au RSPF, pour 80 000 familles qui ont besoin d'alimentaire et vestimentaire et autres, bien on ne pourra pas aider ces pauvres. Donc, les mesures sociales... C'est simplement pour dire que vous avez une conscience de terrain de ce J'apprécie votre compétence, contraire. Alors, volontiers, je vais aller maintenant sur le sujet parce que j'ai vu que j'étais un petit peu en avance, donc je vais essayer d'être bref là-dessus, sur 2 points. Première chose, nous stopperons immédiatement les mesures d'expulsion en cours
aujourd'hui dans les logements sociaux. On a fait croire aux gens qu'ils allaient être propriétaires en 2004 des logements sociaux. On leur a envoyé l'huissier, les concours de force de l'ordre. À un moment donné, ce n'est pas possible, ce n'est pas digne d'un président de pays de mettre son peuple à la rue. Même pour les personnes qui ne payent pas leur loyer. Deuxième, il y a des leviers. On peut rééchelonner les loyers, vous comprenez bien. Aujourd'hui, le peuple a fait confiance à écouter les promesses. Il se retrouve avec un endettement de 5-6 millions. Il y a aussi, par exemple, celles et ceux qui sont en accès à la propriété, au logement et qui ont perdu leur travail. C'est quand même pas leur faute si l'entreprise a fait faillite ou etc. Ça peut arriver, sauf qu'ils ont perdu le salaire, ils ne peuvent plus payer les loyers. On les met aussi dehors. Et du coup, ils avaient l'accession 15 ans après, ils ne l'ont plus aujourd'hui, on a mis quelqu'un d'autre dedans. Voilà les réalités polynésiennes. Donc, premièrement, stopper immédiatement toutes les expulsions pour essayer de faire le point et qu'au moins ils aient un toit. J'ai vu dans votre petit mot un toit pour tous. C'est primordial. Deuxièmement, j'en finirai là, l'accession au logement. L'accession au logement par des aides incitatives, par des crédits octroyés aux couples, etc. pour faire en sorte qu'ils aient au moins de quoi être logés dignement. C'est ça la dignité. Merci Teva Manutei. Otari Terao, votre parti, Te Tauapi, se présente la partie novateur. Quelles sont les idées novatrices que vous proposez en matière de logement? Écoutez, on souhaite que la Polynésie ne devienne pas le paradis du logement social. Parce que bon, certes, 7000 familles sont en attente de logement, 4000 logements doivent être rénovés parce qu'ils sont insalubres. Ça, c'est une priorité. Par contre, le nerf de la guerre, c'est le travail et l'économie. Il faut donner, parce qu'on ne peut plus assister les gens, on ne peut plus leur donner. Mais bon, on parle du contrat de projet, mais c'est comme tout le monde qui paye finalement ces logements sociaux. Il y a aussi une grosse question au niveau de la responsabilisation de ces personnes. Il faut aussi qu'ils se responsabilisent parce qu'il y a des loyers à payer. Il y a notamment une responsabilisation au niveau de l'entretien de leurs logements sociaux aussi. On ne peut plus donner à tout va. Donc nous, ce qu'on propose, c'est l'accompagnement au niveau du logement social, pas de l'assistanat. Donc derrière, en amont, le nerf de la guerre, comme je l'ai dit, c'est l'emploi et l'économie. Donner les moyens aux personnes, voilà, il faut donner les moyens aux personnes de pouvoir être propriétaires par eux-mêmes et non plus d'être assistés. D'accord, mais est-ce que vous seriez favorable aux mesures, par exemple, que préconise Teva Manutei sur des incitations lors des prêts ou des choses comme ça, permettre aux gens d'accéder à la propriété? Oui, des prêts à taux zéro, etc. Mais encore faut-il que les gens aient les moyens de le faire. 30% de taux de chômage pour les jeunes, pour les de moins de 25 ans, un taux de chômage supérieur à 20%, c'est ça le problème. D'accord, donc on ne va pas construire à tout va, faire comme l'Espagne, ils ont construit, mais personne ne peut acheter ces appartements et ces logements-là. Bien, je précise que l'emploi sera l'un des thèmes du débat en langue tienne de demain avec Tiarenui Pohweri, également à 19h50 sur TNTV. Teva Manutei, un mot très court, je rappelle que vous êtes en avance. Mais je suis juste apeuré et outré et affolé des propos de M. Ortega. Ça veut dire que dans la vision de la société de M. Ortega, ça veut dire que dans la vision de la société, disons, les faibles, les infimes et les fainéants n'ont pas leur place ici. Moi, je suis pour une société du partage. Avant de dire que les gens ne sont pas capables, il faut leur donner tous les moyens et tous les leviers. À ce moment-là, on verra s'ils sont effectivement feignants ou incapables. Beaucoup de jeunes refusent la drogue si on leur donne du travail. Donnons-leur déjà du travail, voyons ensuite. Je vous laisse répondre. Alors, je pense que M. Manutei a mal compris. On est là pour responsabiliser les gens. Il faut qu'on change de système. Là, je serai d'accord avec moi. On ne peut plus assister seulement les gens, on peut les accompagner. Il faut leur donner les moyens. Mais juste, c'est pour ça qu'au cœur de notre projet de société que je partagerai avec toi, il y a l'éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, pour citer Mandela. Et nous, on est dans cette démarche-là d'accompagnement. Les jeunes sont éduqués et formés, ils ont des diplômes surdiplômés vous-même et non. Oui, les diplômes, non. Déjà, je travaille depuis décembre et dans le secteur privé. Voilà. Certainement, mais donc, les jeunes diplômés, c'est parce qu'il manque. Monsieur Jamel disait, il y a de la matière grise partout, il y en a au conseil municipal, il y en a partout. Ils n'ont pas C'est là de aussi travail. où les gens se trompent. On a besoin de compétences et d'intégrité. On a besoin de gens qui ont un cerveau et un cœur. Il ne faut pas dissocier les deux. Si vous voulez des gens compétents, vous pouvez voter pour les autonomistes. Si vous voulez... Donc il faut un peu des deux. Nous, on ne dissocie pas les deux. Et on ne cherche pas à stigmatiser les gens, justement. Mais il faut les responsabiliser. Vous avez dit que vous travaillez depuis décembre. Alors, comme vous êtes peu connu sur la scène politique, quelle est votre profession? Alors, je suis chargé de mission dans le secteur privé.
Plus précisément, non? Mission aussi dans le privé. Il y a beaucoup de chargés de mission dans le privé. Dans quel domaine est-ce que vous exercez exactement? Un beau projet, c'est la sécurisation de la zone économique exclusive. Donc, je vous conseille de lire le programme. Chargé de mission chez Kawen? Ah non, non, pas du tout. Merci, merci en tout cas. Alors on va voir à présent Mahinou Temari. Mahinou Temari, vous avez une position originale, vous, parce que vous pensez qu'on construit trop de logements, c'est ça? Oui, Pourquoi? tout à fait. Je pense que pour nous, Tout le monde a dit l'inverse pour l'instant. nous, on prend la dignité. Les gens ont besoin de dignité. Ce n'est pas en donnant des maisons sociales que cette personne doit vivre normalement. Ce n'est pas du tout comme ça. On sait très bien. Aujourd'hui, je pense que la Polynésie française est un pays magnifique. Et partout dans le monde, les autres pays ont envie la Polynésie. Et ce que j'ai peur, c'est que demain, la Polynésie, on ne dit plus Polynésie française, mais Polynésie sociale. Et nous, on ne veut pas aller jusque-là. Pourquoi il faut des maisons sociales? Pourquoi on ne peut pas mettre en place des maisons normaux pour des gens qui peuvent les payer? Effectivement, je pense que ils ne peuvent pas les payer, j'imagine que c'est l'emploi. C'est l'emploi qui prime pour que ces gens soient dignes d'acheter soit un terrain et une maison avec. Parce qu'en donnant à chaque fois, c'est ceux qui travaillent qui paient, et à un moment donné, ceux qui travaillent n'ont jamais de logement. Essayez de voir pour ceux qui ont des emplois. Ils n'ont pas de logement. Pourquoi? Parce que les prêts sont très hauts placés et ils ne peuvent pas demander un prêt pour qu'ils puissent avoir un logement. Et si tu vas avoir un logement sale, tu vas payer 2 fois qu'une personne qui n'a pas de moyens. Est-ce que ça, c'est la logique de vivre dans le pays? On est en 2013 et on est toujours sur des problèmes sociaux. D'accord. Vous, comme Tehiti Tetawapi, vous pensez qu'il faudrait plutôt privilégier l'emploi et ensuite cet emploi permettrait aux personnes d'acquérir leur logement, c'est ça? Tout à fait. Bien. Émile Vernier? Bon, je voulais donner la précision suivante. Déjà là, il y a aux environs de 5000 demandes de maisons, dès aujourd'hui à l'OPEJ. Il faut savoir que dans les 20 ou 30 ans qui vont venir, il faudra 38 500, en tout cas plus de 30 000 nouvelles maisons pour les nouveaux couples qui vont se former. Parce que quand un jeune reste avec une copine ou sa femme, il cherche aujourd'hui à être seul, à ne plus trop dépendre des parents. Voilà la problématique pour les années qui viennent. Où on va les trouver? 38, plus, moi, il me semble que le chiffre que j'ai vu, c'est 38 500 pour les années qui viennent. Bien. Charles Adjé, Franck Falletta, que vous représentez, on l'a dit, c'est un entrepreneur. Est-ce qu'il est quand même concerné, est-ce que se sent concerné par ce logement social dont on parle? Bien entendu, lui, il propose un logement confortable pour tous. On ne peut pas parler de logement si on ne passe pas par l'économie renouvelée et surtout l'emploi. Lorsqu'on voit sur le terrain, mais tous les jours, tous les soirs, les personnes qui sont là, cette phrase fatidique, n'est-ce pas, les logements ne payent plus parce que c'est des logements déjà payés. Puis lorsqu'un gouvernement change, encore une fois, vous devez payer pendant 12-15 ans, vous êtes propriétaire. Nous, on a vu des gens qui payent encore jusqu'à 25 ans, encore aujourd'hui, et qui ne sont toujours pas propriétaires. Lui, il propose une solution suivante, c'est de faire venir des kits qui seront montés en 15 jours. De Nouvelle-Zélande, par exemple. Et ça peut être confortable quand même, comme vous dites? Encore une fois, avec toutes les superficies que nous voulons, à un prix très bas. Encore une fois, parmi les... Vous pensez pouvoir obtenir des farés à quel prix? À peu près à 500 000 francs de base, et que chacun pourra faire un prêt à la banque, mais peut-être pas sur les banques du territoire, parce que les banques de crédit de développement aujourd'hui, qui avaient la vocation initialement, c'est de développer les petits prêts, les petits ménages, des petits ménages, on se rend compte qu'on a l'impression que les banques prêtent aux riches. Alors ça, c'est un gros problème. Donc vous voulez passer par l'ADI, par exemple? Pardon? Vous voulez passer par l'ADI? Des petites des microcrédits? On a vu l'ADI. Non, ce sont des banques qui viendront s'installer sur le territoire. Quand je pense qu'il y a des entreprises qui veulent se délocaliser, il y a même des banques du territoire qui veulent quitter le territoire pour partir ailleurs. Bon, on fera venir des banques qui pourront solutionner le problème, accorder des crédits aux ménages, et puis pourquoi pas, on vient de le dire tout à l'heure, échelonner les prêts, les petites PME, les petites et moyennes entreprises, ils pourront avoir des crédits à partir de ces banques-là. Donc voilà, le problème du logement ne peut pas être dissocié. Mais vous affirmez ce soir
qu'on peut construire un logement confortable pour 500 000 francs? Bien sûr, bien sûr. Donc on fera venir des qui seront montés en 15 jours. Même chaque propriétaire. Moi, je suis un petit peu dubitatif, c'est normal, parce que pour l'instant, ce ne sont pas les prix qui circulent. Pour Polynésie, ça serait dans quelle matière? En bois. En bois, Lockwood, par exemple, maisons en bois, Nouvelle-Zélande. Importées puis posées pour 500 000 francs. Bien. Alors, voilà. Pourquoi pas? On est dans un temps peut-être aujourd'hui où le Polynésien change de mentalité et un miracle très bien se produit. Je suis d'accord avec vous, M. Vernier. Bien, eh bien, plusieurs citations bibliques, plusieurs espoirs bibliques en tout cas. Ce soir, Patrice Jamais, qu'en pensez-vous? Vous posez la question, est-ce que vous croyez au miracle? C'est ça? Oui, est-ce que vous croyez à ce miracle qui est proposé? Le miracle, c'est fait par l'homme. L'homme qui fait le miracle. S'il est convaincu, c'est que quelque part, il y a une vérité. Mais c'est pas pendant ce discours-là qui va lancer devant toute la population qu'il y a des maisons à 500 000 francs et qu'il ne le fasse pas. Il faut le faire, que le miracle soit fait. Donc, quand j'entends toutes ces propositions, ces résolutions, ces propositions, je vois que toutes ces propositions, on met l'homme au centre. Et je suis vraiment content. C'est pour dire qu'on a des solutions. Je pense qu'on a tous des solutions. Et il y a tout au Fénois, on a toujours mis des personnes, parce qu'il y a au moins 3 catégories de personnes dans la population. Il y a les démunis, qui sont pauvres, qui vivent dans des habitats indignes. Il y a ces personnes qui ont de l'argent, qui peuvent s'en sortir. Il y a d'autres personnes qui sont très riches. Donc, ce que nous pensons avec toutes ces solutions-là, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Je ne comprends pas. Parce qu'au niveau du territoire, au niveau du logement, on a des outils. Je répète toujours, on a des outils. L'OPH, il y a la SAGEP aussi. Mais il ne faut pas qu'il y ait vous n'êtes pas pour la disparition de l'OPH? Non, c'est pas ça. Non, mais vous ne l'êtes pas. Parce que vous savez, quand j'ai besoin de faire des trous, je ne change pas de... J'ai une perceuse, je change les mèches. Mais je ne prends pas 4 perceuses. Je prends une perceuse. Donc, il faut un outil. Il faut qu'il y ait un outil qui travaille pour le lot. Qu'est-ce que vous appelez les mèches? Vous parlez des personnes qui sont à l'intérieur de l'OPH? D'accord. Non, j'essaie de comprendre la métaphore. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on n'avance pas. On a utilisé ces outils-là pour la récupération politique. Je regrette de le dire, mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'on n'avance pas. On m'a appris qu'il y avait 50% c'est supporté par le pays et 50% par le territoire. 23 milliards. Et quand tu vois le résultat... Alors, les crédits ne sont pas épuisés, oui, loin de là. Et quelque part, parce qu'on avait des outils et ces outils-là ne sont pas exploités pour l'homme. D'accord. Voilà. Marcel Touihani, vous êtes pressenti comme un potentiel ministre du Logement si le Tarouela venait à prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question, et notamment sur l'absence de l'utilisation de certains de ces crédits dans le contrat de projet? Déjà, il faut bien comprendre l'instrument financier qui a été mis en place en 2008, qui devrait se terminer en 2013, mais de ce que nous entendons, il semblerait que des discussions porteraient sur une année supplémentaire. Donc, l'arrêt du contrat de projet fin 2014. Donc, 23 milliards sont effectivement consacrés à la politique du logement social, répartis avec 3 partenaires financiers. L'État contribue à 40%, le pays à hauteur de 40% et les 20% restants auprès de l'OPH. On se pose la question de la faible, utilisation de ces moyens financiers. Il faut revenir à la situation économique globale du pays. Quand le pays n'est plus en capacité de financer ses projets, voire même d'être dans l'obligation d'emprunter pour payer sa dette, comment est-ce qu'on peut mener une politique de logement social dans ces conditions-là? Et malheureusement, l'OPH est un satellite du pays. L'OPH hérite, de ces difficultés. Le malheureux constat que nous faisons tous, bien évidemment, et que nous partageons également au sein du Tarouela, de la faible utilisation de ces moyens financiers, malheureusement, dans les chiffres, ça se traduit par 12 logements livrés l'année dernière. 12 logements. J'étais effectivement en fonction pendant 12 mois, de mai 2010 à mai 2011. Je connais les difficultés que rencontre l'OPH aujourd'hui. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer tout le personnel de l'OPH qui fait un travail remarquable au quotidien. Aujourd'hui... Vous ne changez pas les mèches alors? Comment? Vous ne changez pas les mèches? Oh, vous savez, parfois, me semble-t-il qu'il y a des anciens qui utilisent une lime pour limer la mèche et réutiliser la mèche. Faut-il peut-être procéder ainsi? Mais en tous les cas, je connais la valeur de l'établissement et du personnel de l'établissement et ils œuvrent tous les jours pour que la vie quotidienne des locataires s'améliore.
Il s'agit bien sûr de construire, et malheureusement l'OPH n'a pas su démontrer ces dernières années leur capacité de construire des logements sociaux. Cependant, il faut avoir à l'esprit deux choses. Le logement social ne se résume pas uniquement à la livraison de lotissements sociaux. Il y a également une politique qu'on ne parle pas souvent, qui est la politique qu'on appelle l'habitat dispersé, c'est la livraison ou l'attribution de FARE OPH, de FARE FDA, pour les îles éloignées, à des bénéficiaires, à des gens qui sont propriétaires de terrain. Et ce programme fonctionne très bien et, me semble-t-il, s'accorde complètement à la culture polynésienne, une culture qui est rattachée à sa terre. Une famille qui est propriétaire d'un terrain peut se voir attribuer un FARE OPH. Et la deuxième chose, vous vouliez dire deux choses, je crois? C'est justement ce programme qui fonctionne très bien et le contrat de projet ne prévoit pas la possibilité de financer l'attribution de ces maisons qui répond précisément à l'attente des Polynésiens. Merci Marcel Touihani. Mahinou Temari, vous avez un petit peu de retard, me signale-t-on, sur votre temps de parole. Est-ce que vous auriez des précisions? Je sais que vous vouliez parler de foncier. Alors vous le ferez demain avec Thierry Noui Paroueri, puisque c'est prévu en langue tahitienne. Mais est-ce que vous voulez dire un mot sur le lien entre la terre et le logement? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui vivent dans notre pays, ce sont des terriens. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont l'habitude aujourd'hui, par le passé, d'être assistés dans toute la vie. Ils n'arrivent plus à s'en sortir tout seuls. C'est ça que j'ai peur. Si les gens doivent revenir sur ce système-là, je pense qu'il faut arrêter. À un moment donné, la vie continue. L'année, on est en 2013, je disais tout à l'heure, on est en 2013 et on est toujours sur ce système d'assister une personne. Je pense que, franchement, là, il y a un problème à nettoyer partout. Merci, merci Inouï. On va s'en tenir là pour nos interventions. Nicole Bouteau, vous vouliez dire, excusez-moi, vous aviez un petit peu d'avance, alors c'est pour ça. Mais allez-y Nicole Bouteau, bien sûr, vous pouvez également parler de logement. Oui, parce que vous êtes beaucoup exprimé dans les deux premières parties. Je ne puisse pas m'exprimer sur ce sujet. Allez-y, allez-y. Polynésia fait effectivement le constat que le secteur du logement comme celui de l'emploi sont deux secteurs totalement sinistrés. Et nous lions les deux. Nous lions logement au retour à l'emploi et à l'emploi durable. Alors lorsqu'on parle de logement, tout à l'heure j'entendais M. Touihani effectivement parler des projets de relance par l'investissement public en parlant de Faratea ou en parlant de la rénovation de l'aéroport de Tahiti Fa'a. Nous on parle de la relance également par le BTP mais par le programme de logement social. Et il va falloir être imaginatif parce que c'est logement social mais c'est effectivement le soutien aux jeunes couples par des dispositifs qui ont été écoutés. Varofritch a été à l'origine de dispositifs qui ont bien fonctionné, 3000 dossiers, alors c'est pile, pap, pim, mais voilà le type de dispositif, non, mais qu'il va falloir aussi remettre en place. Et puis je voulais, là je suis totalement en accord avec Teiva Manutei, il faut qu'en matière de logement, on parle de dignité. Face à la situation sociale dramatique, les pertes d'emploi, à l'incapacité de nombreux foyers de payer les loyers, eh bien nous on dit également à Tia Polynésia, stop aux expulsions, mais on va plus loin. On dit également qu'il faut remettre les compteurs à zéro. Nous sommes prêts à accorder des remises gracieuses. En contrepartie, payer les loyers suivants, mais nous sommes prêts également à accorder des remises gracieuses aux familles qui ne peuvent plus parce qu'elles n'ont plus. Il faut des amortisseurs sociaux. C'en est un. Et le deuxième amortisseur social par rapport à la perte de l'emploi, je ne parle pas de caisse de chômage, mais bien de caisse d'activité pour soutenir nos familles. Merci Nicole Bouteau. Vous avez donc débuté ce débat, vous le concluez, honneur aux femmes, donc sans parler du tout de priorité partisane. On vous propose un dernier tour de table à présent, que je vous propose plus général cette fois, plus globalement sur votre combat, votre lutte, votre projet pour la Polynésie. Qu'est-ce que vous feriez pour le pays en un mot si vous étiez élu, Marcel Touihani? En un mot. En un mot, c'est un peu difficile. Au dépourvu, je reconnais. C'est un peu difficile. Mais le mot qui résume votre action? Le mot qui résume notre action, c'est le redressement de cette Polynésie. Redressement, très bien. Utari Tero, pour Quito Bon Ortega. Alors, je dirais développement économique. Bien. Moi, c'est halte à la misère. Halte à la misère. Bien. Nicole Bouteau. Retour à l'emploi. Très bien. Nicole Teva Manutei. Une terre, un travail et un logement. Très bien. Émilie Vernier. Moi, je dirais CPS, la pauvreté qu'on combat, la départementalisation, bien évidemment, et le foncier.
Eh bien, ça augmente au fur et à mesure du tour de table. Là. Je ne passerai jamais. Est-ce que vous revenez à un seul mot? On vous écoute. L'homme doit être notre préoccupation. D'accord, on est plus dans le slogan, mais très bien. Marie-Nouit et Marie, à vous, pour terminer. C'est la dignité. La dignité. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On va jeter un petit œil sur les temps de parole pour voir s'ils ont été équilibrés. Eh bien, on constate que oui, Eva Manouté, il y a un petit peu d'avance avec 10 minutes 31. Ce sera rattrapé demain soir dans notre débat haïtien, mais tous les autres se tiennent environ entre 7 et 10 minutes. Donc on est tout à fait dans l'équité préconisée par le CSA lors de cette campagne électorale. Merci donc à vous tous. Une fois de plus, on regrette l'absence de l'UPLD à ce débat, mais bien sûr, l'invitation a été adressée plusieurs fois. L'invitation a été adressée plusieurs fois au service donc, de la présidence de la communication PLD. Oscar Temarou reste bien sûr invité lors de nos prochains débats. Ceux qui ont un peu de retard donc, pourront participer, pourront rattraper ce retard dès demain dans le débat en tahitien avec Thierry Noui Pahueri. Ce sera à la même heure, à 19h50 sur Tahiti Nui Télévision. Merci d'avoir suivi ces premiers échanges et Yorana.